Vous pouvez aussi partager ce Facebook Live auprès de vos amis en utilisant Messenger. Merci pour votre patience. Le Facebook Live de Droits Citoyens va démarrer dans un instant. Vote ta France, la première émission où l'on parle de politique citoyenne par des citoyens et des citoyennes. Municipale, départementale, régionale, Droits Citoyens s'engage à vos côtés pour proposer des débats et des échanges sur de vraies questions de société. Vote ta France, une émission animée par Vincent Bach sur Droits Citoyens, le média libre et citoyen. Il est 20h32 sur Droits Citoyens. Bienvenue à tous et à toutes pour ceux qui viennent nous rejoindre. Nous sommes en direct sur la web radio. Vous nous recherchez pour ceux qui viennent nous écouter sur l'application mobile à radio.fr et Orange Radio, Droits Citoyens en un seul mot. Et nous sommes en direct sur Facebook Live. Et aujourd'hui, nous sommes le mardi 3 mars et nous accueillons donc l'écolissier et Romain, c'est ça son prénom. Ça oui. Romain Brossard de la lutte ouvrière. Oui, la liste lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs. Ouais. Et à ses côtés, on va tester le micro comme ça. Oui. Alors Clémentine, le micro il va pas marcher, je crois. Et puis juste à côté. Alors moi c'est Meriem de lutte ouvrière dans le camp des travailleurs. Donc très bien. Ben, en tout cas donc la liste elle s'appelle, pour le rappeler, le camp des travailleurs. C'est ça. Lutte ouvrière, le camp des travailleurs. Voilà. Complet. Donc c'est la troisième liste qu'on accueille aujourd'hui dans les studios de Droits Citoyens. On est ensemble jusqu'à 21h30 pour parler justement du programme, au moins des choses d'actualité qui vous concernent, qui concernent tout le monde. Et comme on le dit souvent, c'est que cette émission qui se fait en direct de Saint-Étienne, puisqu'on parle de politique citoyenne et non pas de politique politicienne, et que pour les municipales c'est très important, qu'on soit à Saint-Étienne ou dans d'autres villes en France, c'est très intéressant de s'intéresser à ce qui se passe dans sa ville et justement aux listes qui se présentent pour décider justement des 6 prochaines années à venir pour vos communes. Alors ce soir, on va parler de quoi ? Alors, on voulait commencer par parler de la situation du monde du travail et même globalement de la société dans son ensemble, qui se dégrade. Il y a aujourd'hui de la part du patronat et du gouvernement une vraie guerre qui nous est menée à plein de points de vue. On voulait un peu revenir là-dessus et sur les raisons pour lesquelles justement le monde du travail se fait attaquer comme ça. On va parler de la réforme des retraites, de la baisse des APL, etc. Des plans de licenciement qui continuent à y avoir, la crise économique qui nous menace, de revenir un petit peu là-dessus, quoi. Ah oui, justement, donc en fait le micro il est pas branché, je suis désolé. En fait, on l'a pas branché. Comme on a réinstallé la table de mixage, on l'a pas du tout branché. Je viens de me rendre compte, je cherchais en même temps, je dis zut, il y a pas de câble, donc je suis vraiment désolé. C'est pour ça qu'on va pas l'entendre. Tu vois, oui, bah voilà, vous le prêtez, vous le mettez au milieu. Vous pouvez le mettre au milieu, on va le pousser de toute manière, il y a aucun souci, on va vous entendre. Voilà, comme ça, ça sera parfait. Justement, cette mesure de réduction des 5 € sur l'APL, ça a impacté aussi le logement social. Il y a beaucoup d'organismes d'HLM qui avaient parlé justement de cette réduction des 5 € qui était fâcheuse, aussi bien pour les locataires précaires que pour les organismes d'HLM qui auraient plus de difficultés pour investir pour la construction des logements. Oui, malheureusement aujourd'hui, on nous parle de rénovation de logements, etc. Mais 5 € d'APL de supprimer, c'est quand même cher payé pour justement la classe ouvrière. Aujourd'hui, 5 €, c'est quand même 5 paquets de pâtes, faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, on en est là avec des familles qui, malheureusement, 5 €, ce n'est pas rien. Ça permet justement peut-être de faire vivre pendant une semaine une famille. Et en fait, en plus, c'est complètement inique de supprimer à la fois les APL, mais on abordera aussi donc le chômage avec justement les problématiques du chômage. Et donc en fait à chaque fois c'est la classe ouvrière qui s'en prend plein la tête, et c'est pour ça que notre première partie sera sur justement la guerre que nous mène justement ce grand patronat, ce gouvernement qui est la marionnette du capitalisme.
Oui, et puis juste là-dessus, je pense que ça illustre en fait ce que vivent les travailleurs aujourd'hui. Et c'est-à-dire que en plus du chômage, en plus des galères de la vie quotidienne, on baisse leurs APL, on baisse les aides, pendant que des aides sont distribuées en fait au patronat pour l'emploi. Oui, là on fait référence justement à cette comment ça s'appelle? C'était, je crois, 90 milliards. Le CICE. Merci, c'est gentil. Voilà. Vous êtes plus spécialiste que moi sur la question. Ouais. Oui, des cadeaux au patron. Encore. Mais c'est grâce à cet argent, hein. C'est grâce à ces 5 € que les ménages, les familles, les étudiants auront en moins qu'on peut distribuer plus d'argent. Alors forcément, au patron. Sur Saint-Étienne, il y a des entreprises qui ont bénéficié de ce CICE. Il y avait une mission, c'était justement de proposer des formations et permettre justement à accéder au travail pour ceux qui étaient en recherche de travail. Oui, ça, en fait, on n'en verra pas la couleur. Et puis, justement, on est dans une ville où, quand même, le taux de chômage est de 20% et où les employeurs en profitent pour justement baisser les salaires. À chaque fois, on entend des personnes qui sont juste payés au SMIC, même des fois même moins que le SMIC. Le gouvernement en premier, quand on voit que les AVS par exemple sont touchées en premier puisqu'elles gagnent pas plus de 800 € pour 20 heures parce qu'on leur propose que des contrats de 20 heures. Et là aussi, en fait, à chaque fois, le gouvernement et puis le grand patronat, de toute façon, s'en prend encore une fois aux petits et en fait s'en met plein les poches grâce à nous, grâce à notre travail, grâce à notre productivité. C'est bien de parler justement des AVS parce que il y a c'est du travail à temps partiel pour la plupart, pour ceux qui ne sont pas à temps plein, mais ça demande beaucoup d'énergie puisque ce sont des personnes qui partent d'un foyer à un autre puisqu'ils vont voir des gens d'un certain âge. Ils leur portent assistance, le ménage, à manger, aussi l'habillage, il y a se laver. Alors, les AVS, excusez-moi, c'est donc les auxiliaires de vie scolaire, donc tu pourras en parler un peu plus. Ah, c'est pas pareil. Voilà, exactement. D'accord. Là, vous parliez des auxiliaires de vie. D'accord. Voilà. Des aides à domicile, etc. Mais qui sont dans une situation tout aussi précaire, à devoir courir effectivement. De maison en maison, avoir parfois une demi-heure montre en main pour faire manger une personne âgée, faire la toilette, etc. Et qui effectivement ont des petits salaires. Où on peut penser aussi aux nounous, où il y a eu une réforme d'ailleurs par Macron, qui fait que avant le chômage leur assurait un complément de salaire quand ils perdaient un enfant de garde. Donc c'est les aides maternelles, c'est ça? Les aides maternelles à domicile, oui, c'est ça. Et où l'attaque a été brutale parce que maintenant, quand il y a un enfant de moins, ils perdent le salaire. Elles perdent le salaire. Je dis elles, c'est souvent des femmes. Ouais. Perdent le salaire en conséquence. Voilà. C'est vrai que je pense à ça. Tu parleras des AVS après, mais il y a un certain nombre d'attaques frontales dont on a tous entendu parler. La réforme des retraites, où on a fait des manifestations, des grèves pendant des semaines, où il y a eu des centaines de milliers de gens dans la rue. Où nous, on a été partie prenante, évidemment. La baisse des APL, on en a parlé. Vous parliez du CICE. Effectivement, les principaux bénéficiaires du CICE, c'est la Poste, la SNCF, Casino, qui a beaucoup touché, et qui tous suppriment des emplois. Bon, voilà. Donc ça, il y a les choses. Voilà. Et puis, il y a d'autres attaques dont on entend un petit peu moins parler. En permanence, ce gouvernement, comme les précédents, ils se sont attaqués aux travailleurs pour le plus grand profit des grands patrons, encore une fois. Alors justement, les AVS, il me semble, là parce que maintenant je sais de quoi on parle, il n'y avait pas une intention de créer plus de postes? Oui, et puis il y avait la promesse de pérenniser en fait ces contrats. Donc il s'agit de contrats précaires, renouvelables. Pourquoi peut-être tu peux mieux en parler encore que tu as un site, quoi. Oui, donc les auxiliaires de vie scolaire, en fait, elles interviennent
avec les enfants en situation de handicap, donc qu'elles prennent en charge dans une classe, à l'école primaire, au collège. Donc c'est pas quelque chose de facile. Évidemment, donc leur salaire, tu en as parlé, c'est 800 € par mois pour des contrats qui sont pas assurés. Des Donc ça veut dire affectations qu'ils sont quoi? Ils sont contractuels? Voilà, renouvelables. D'accord. Mais ça reste renouvelable et ça reste précaire. Donc en général, c'est quoi? C'est des étudiants? C'est des personnes... Ça peut être des étudiants, Ouais. mais moi, ce que j'en vois, il s'agit souvent de femmes, voilà, qui ont travaillé avant et qui, ont besoin d'un travail et qui trouvent que ça. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on nous propose en fait aux travailleurs qui se retrouvent au chômage, c'est des contrats précaires. Ces personnes, pendant les vacances, les périodes de vacances scolaires, elles sont rémunérées? Oui, mais En fait, c'est annualisé. C'est c'est annuel- annualisé comme les enseignants. D'accord. Mais Donc elles peuvent ce que je tenais cumuler à cumuler pendant les vacances, quand elles travaillent pas en tant qu'AVS, est-ce qu'elles peuvent cumuler avec un travail à côté? avec un autre petit boulot, je suppose que c'est possible. Oui, en fait, dans leur contrat, c'est possible d'accumuler, mais il ne faut pas qu'elles accumulent plus me semble que c'est réglementé, d'un temps plein. Voilà, donc pas plus de 35 heures, mais cumuler en réalité, de toute façon, un travail où c'est 20 heures, donc par exemple dans une école, elles doivent faire donc les 4 journées, il leur me reste le mercredi, que trouver d'autres, etc., etc. Et puis pendant les vacances, si c'est pour encore un autre travail précaire et ne pas être justement auprès de leurs enfants, etc. Parce que aussi, c'est un petit peu ça aussi, c'est qu'en fait, il n'y a pas de contrat à plus de 20 heures. Alors justement, il manque combien d'AVS alors sur Saint-Etienne par rapport au nombre d'écoles primaires? J'ai pas les chiffres, mais Il en manque pas mal. il en manque. On en a de moins en moins, et puis maintenant on les mutualise. C'est-à-dire que une AVS intervient pour 2 ou 3 Ouais, élèves. on l'avait Donc, évoqué on avec répartit les heures. Un enfant qui aurait besoin, je sais pas, d'un accompagnement de 12 heures, de 20 heures, en fait finalement, l'AVS en question, elle doit prendre en charge 3 enfants, donc on répartit, on fait voilà. On établit des priorités là où Et qui est tous sont prioritaires finalement. Mais l'employeur? voilà, moi ce qui me C'est qui choque, l'employeur? C'est la commune? Alors, ça a changé, c'était la région. C'est la région? C'était la région, maintenant c'est rectoral, D'accord. je pense. Donc ils sont détachés du rectorat? Ah non, ils ne sont pas détachés du rectorat. C'est en fait là au niveau en fait au départ elles étaient justement, c'était la région qui les payait, et en plus il fallait qu'elles passent 6 mois en tant que chômeuse, en tant que demandeuse de travail, pour pouvoir accès à avoir ce type de poste. Il y en a pas que dans les écoles. Moi, je suis enseignant dans un lycée. Il y en avait. Je me rappelle d'une collègue AVS qu'on avait recrutée. Alors, elle était secrétaire trilingue, et puis elle trouvait pas de travail, parce qu'on fera pas de travail dans cette société. Il y a un chômage de dingue, donc elle avait. Et puis trilingue en plus, théoriquement, ça devrait être bien payé. Donc elle était payée parce que 800 balles par mois, puis on avait fait miroiter un renouvellement. Elle bossait comme une tordue, voilà. Et au bout d'un an, on lui a dit non, en fait, on vous renouvelle pas. C'est vraiment une belle image, une belle image, c'est une ironie avec le non-renouvellement de son contrat. Elle l'a su combien de temps avant? Peu de temps avant, mais cette société capitaliste, voilà ce qu'elle veut nous faire à tous, à nous rendre précaires. De la naissance à la mort, à nous rendre précaires. Voilà. La précarité, bien des jeunes travailleurs la connaissent, qui enchaînent des missions d'intérim, des petits boulots, des périodes de chômage. C'est le cas aussi dans le public, avec les APS, etc. Quand on parle de la réforme des retraites, c'est de nous rendre précaires jusqu'au bout du travail, et même encore quand on est en retraite, on sera encore précaire parce qu'on n'est pas sûr de combien on va pouvoir toucher, etc. Voilà. Les patrons, dans cette société, veulent nous rendre taillables et corvéables à merci. Ils ont besoin de nous, ils nous prennent pour des missions d'intérim, d'une semaine, d'un mois, parfois d'un jour. Donc en France, il y a de la richesse, mais par contre, il y a plus de CDD que de CDI, alors qu'on pourrait créer plus de CDI, et il devrait y avoir moins de CDD en théorie. On pourrait même répartir le travail entre tous.
faire en sorte que en fait la population, eh bien, elle puisse travailler et puis qu'on soit utile à la société. Aujourd'hui, on n'a jamais autant produit de richesses qu'aujourd'hui. Et en fait, on produit tellement, et toute cette productivité, eh bien, elle permettrait justement de faire vivre dignement tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est toute la classe ouvrière, donc qu'elle soit américaine, chinoise, africaine, européenne. Eh bien, on pourrait en fait vivre dignement tous, et en répartissant justement à la fois les richesses, le travail, les qualifications, faire en sorte qu'on ait un monde justement plus digne. Alors justement pour peut-être qu'elle voulait intervenir, je sais pas. Non. Alors justement pour les municipales de 2020, il reste quelques jours. Qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus par rapport à ça? Est-ce que vous allez pouvoir essayer de faciliter? On l'évoque souvent justement, les quartiers qui sont mal desservis par les transports en commun, les gens qui peuvent pas aller forcément à travailler parce qu'ils n'ont pas de voiture. Avoir une voiture, ça coûte cher, ça coûte de l'argent aujourd'hui. Il y a des quartiers qui sont très mal desservis. Donc il y a des écoles aussi qui sont alors je pense que les écoles de ce côté-là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de surpopulation des classes. Dans des quartiers, si. J'en profite, hein. J'en profite, les classes sont parce que alors j'avais lu il y a pas longtemps justement qu'il y avait eu une forte augmentation de la population chez les jeunes à Saint-Étienne, parce qu'il y a des gens qui viennent ici pour le travail, mais aussi parce que la vie elle est pas chère et que les loyers sont pas chers. Donc pour les petits revenus, Saint-Étienne c'est une solution. Et il y avait, alors j'avais vu qu'il y avait, ils avaient créé très peu de classes pour énormément de gamins. À Saint-Étienne ? Ouais. Alors, ce qui s'est passé avec le gouvernement que l'on a actuellement, c'est que dans les quartiers populaires, en REP et en REP+, donc les écoles vraiment les plus touchées par la précarité, on a dédoublé les classes de CP et de CE1. C'est-à-dire que les classes sont à 12, voire 15 élèves maximum. Sauf que on n'a pas rajouté assez d'enseignants pour pouvoir assurer les dédoublements de façon correcte. Alors comment ça s'opère ? Eh ben, ça veut dire que à côté de classes de CP et de CE1 à 15 élèves, il y a des classes de CE2, de CM1, de CM2, de petites sections, de moyennes sections et de grandes sections qui se retrouvent à 30. La constante, c'est 27. 26. C'est quand même beaucoup quand même pour l'école. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Surtout dans des quartiers où on devrait justement alléger le plus possible les classes. Il faudra peut-être qu'ils oublient, à un moment donné, qu'ils arrêtent d'appeler ça des écoles, des zones d'éducation prioritaire. Je pense que ça donne pas trop de valeur à l'éducation en elle-même. Si on guillotise déjà ces jeunes dans des quartiers en disant que ce sont des zones d'éducation prioritaire, je pense qu'ils devraient mettre des moyens et appeler ça autrement. Mais vous savez, pour revenir à votre question sur qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle des municipales, etc., bon, c'était un petit peu ce dont on voulait discuter dans la deuxième partie, hein, mais faut déjà voir que de solutions à l'échelle d'une municipalité, il y en a pas vraiment, parce que on est, c'est pas vrai, une municipalité, c'est pas une oasis comme ça indépendante du monde, et que le monde, on est dans un système économique, capitaliste, qui est en crise, qui s'écroule de partout. Enfin, regardez la crise du coronavirus, là. C'est quand même dingue. Hein, un tout petit virus de rien du tout qui menace de provoquer un krach financier. Hein, parce que d'abord, dès qu'il y a eu les premiers cas, les spéculateurs, ils se sont précipités pour se faire de l'argent avec. Le cours du pétrole, il a baissé. Là, les masques de protection, les gels hydroalcooliques, ça a triplé les prix. Alors j'aimerais rappeler que celui qui a inventé le gel hydroalcoolique, avec lequel on se nettoie les mains, il l'a pas breveté, il l'a laissé au domaine public parce qu'il a dit c'est pour le bien humain et je ne veux pas me faire de l'argent avec. Mais les capitalistes qui le produisent, ils se font de l'argent avec et ils profitent du fait qu'il y a des gens qui sont malades et en danger pour tripler le prix. Bon, voilà. Et il y a des entreprises qui commencent à annoncer des suppressions d'emplois à cause d'eux ou en prétextant la crise du coronavirus. Un groupe Solvay, groupe de la chimie, multimilliardaire, qui ont plusieurs usines autour de Lyon, ils viennent d'annoncer 450 suppressions de postes
dont plusieurs dizaines autour de lui, en disant ah mais la crise du coronavirus, la baisse des cours du pétrole, ça nous met en difficulté, on est obligé. Bon, donc ils en profitent pour se faire encore plus d'argent, pour aggraver l'exploitation. C'est ça la situation aujourd'hui. Et quand on regarde comment ça se décline même localement, effectivement, on parlait du CICE, le gouvernement qui du coup consacre l'essentiel du pognon qu'il a à le filer aux grandes entreprises. Le CICE, c'était jusqu'à 40 milliards par an qui ont été versés à fonds perdus, et il y a bien d'autres trucs. Et ben ils en ont plus pour les écoles, ils en ont plus pour la poste, ce qui fait qu'on ferme le bureau de poste de Solor. Mais ça veut dire des choses concrètes pour les gens. C'est que y a les personnes âgées, la mamie qui habite à Solor, qui pour aller au bureau de poste, elle avait 100 mètres à faire. Maintenant, il faut qu'elle fasse 2 kilomètres pour aller au centre-ville. Ça change tout. Bon, voilà. Donc, ça, ils en ont supprimé 2, c'est ça. Ils ont supprimé celui de Solor et ils en ont supprimé un en centre-ville. Ils ont regroupé 2 en un. Voilà, ouais. Et puis, ils en menacent d'autres. Ils en menacent d'autres. À la République, ils ont réduit des heures d'ouverture à Moreno ou à la Cotonne, par exemple. Bon, voilà. Donc, il faut rappeler aussi Style. Tu as les chiffres, mais Style avec justement tous les millions qui ont été donnés, alloués justement par la mairie pour justement en plus décentrer, oui, le centre en fait et le mettre de l'autre côté vers Montieu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre encore les transports pour ceux qui peuvent prendre les transports. Il y a beaucoup de villes où les gens souffrent justement d'un centre-ville qui se meurt parce qu'il crée des zones commerciales à l'extérieur de la ville. Donc ouais, c'est malheureux, mais si le maire sortant a développé un projet comme le Style, c'est que pour eux ça répondait à un besoin et que les commerçants du centre-ville l'ont d'une certaine manière accepté, puisqu'il n'y a pas eu de manifestation ou quoi que ce soit. Moi j'ai pas entendu de commerçants qui se sont manifestés par rapport à cette décision de créer le Style. C'est encore une fourberie, le Style. Ils promettent 200 personnes qui vont justement être employées, embauchées, mais en réalité, au centre-ville, il y a déjà justement des boutiques qui ferment. Il y a le H&M qui va partir justement. Alors, c'est pas une fermeture H&M. H&M, c'est une délocalisation intra Saint-Étienne. Mais il y a aussi, nous on a eu Dorian, donc le centre commercial Dorian, avec là aussi c'est une Fnac, le transfert de la Fnac, le transfert de la Fnac, mais c'est pas que ça, c'est les bouquinistes, c'est les petites boutiques qui ferment, qui arrivent pas à joindre les deux bouts, alors qu'en fait aujourd'hui on pourrait faire en sorte que justement on ait un centre-ville qui justement soit digne et qui embauche à maxima des personnes qui en plus vivent au centre-ville. On a entre guillemets la chance à Saint-Étienne d'être dans un quartier où il y a un mélange justement de la population plutôt paupérisée avec une population plutôt PB, donc petite bourgeoise. On a cette chance-là. Et aujourd'hui, non, c'est justement faire en sorte d'éclater tout ça. Et qui va aller justement à Style? Il y aura peut-être un engouement pendant 3 mois, mais ensuite, ça va péricliter. Et pourquoi une telle somme allouée à un grand groupe, à des grands groupes d'ailleurs, pour finalement laisser en fait la population stéphanoise de côté, quoi. Encore une fois, et les promesses d'embauche, faut pas compter dessus là. Enfin, faut pas être naïf. Oui, ça revient beaucoup dans les discussions, ça. Mais c'est vrai que la mairie, elle ne répond pas aux besoins de la population, mais comme le gouvernement. Parce que si on voulait répondre aux besoins de la population, il faudrait de l'embauche dans les hôpitaux qui sont surchargés. Là aussi, les hôpitaux, comment ils vont pouvoir répondre à ces problèmes avec le coronavirus? Alors, je peux en parler ou pas? Étant donné que je suis ancien contractuel de l'hôpital du CHU Saint-Étienne, je connais bien le problème, mais oui. On peut en parler aussi des contractuels qui peuvent pas dire ce qu'ils pensent, justement, des conditions de travail,
de peur de perdre leur emploi. Le CHU aujourd'hui sur la Loire, c'est 12 000 salariés. Donc c'est pas rien, c'est énorme. C'est le plus gros employeur. C'est ça. Et si les 2 tiers sont des contractuels, c'est des gens qui sont dans la précarité, dans une précarité psychologique, si ce n'est que la précarité dans laquelle ils sont avec les peu de moyens qu'ils ont aujourd'hui. Puisque moi, je l'ai vécu de l'intérieur, étant donné que j'ai travaillé aux urgences. Donc, je voyais la détresse, la souffrance humaine au quotidien. Les personnes qui n'avaient pas de médecin, puisqu'il y a une pénurie de médecins à Saint-Étienne. Il y a beaucoup de pauvreté, donc il y a beaucoup de personnes qui ont la CMU, qui n'ont pas les moyens d'aller à SOS médecins, les médecins de garde, parce qu'ils prennent cher et c'est pas pris en charge par la CMU. Donc il y a une souffrance dans différents services, aussi en psychiatrie aussi. En psychiatrie, ils demandent énormément de moyens parce qu'il y a de plus en plus de malades qui souffrent aujourd'hui. Et ça, c'est des phénomènes de société qu'on n'avait pas il y a 15-20 ans en arrière. Donc ils alertent quand même assez souvent, ils font des manifestations. Au mois de décembre, il y a eu une grosse chaîne humaine au CHU. Il y a quand même pas mal d'interventions avec les blouses blanches. Et donc on espère que le nouveau ministre va apporter des réponses et que le coronavirus justement va les aider justement à avoir un peu un appel d'air par rapport à ça, puisqu'ils ont réussi à dégager, je crois, 200 millions d'euros. Est-ce que ça, les besoins aujourd'hui en tant que humain et matériel dans les services? J'ai pas les chiffres. Maintenant, moi, ce que je voulais dire, voilà, c'est que effectivement, on le paye dans les hôpitaux, dans les écoles. On a parlé de la Poste, parce que la politique du gouvernement, c'est de faire des économies pour faire des cadeaux aux grands patrons. Et ça, qui le paye, c'est nous. C'est les travailleurs et on le paye au prix fort. Avec le chômage, avec la précarité, avec les galères, en fait. Et ça, c'est notre vie quotidienne. C'est vrai qu'on n'a pas parlé justement de la nouvelle réforme de l'allocation chômage. Parce qu'aujourd'hui, il faut cumuler un certain nombre d'heures sur une plus grande période. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour certains chômeurs de pouvoir cumuler un certain nombre d'heures pour toucher du chômage. Et la diminution aussi du chômage qui intervient plus rapidement qu'avant. Oui, bien sûr. Et c'est une attaque grave. Contre le monde du travail, une de plus, mais juste un point. On fait un petit point, après on fait une pause musicale. Ok, vous avez dit les contractuels, on ne peut pas, quand on est contractuel, on peut rien dire, etc. Ben moi je suis pas tout à fait d'accord. C'est beaucoup plus dur quand on est contractuel. C'est beaucoup plus dur quand on est intérimaire. Ça c'est vrai. Mais on peut quand même. Voilà. Parce que nous, dans cette élection là municipale, on veut faire entendre le camp des travailleurs. C'est le titre de notre liste. Mais on veut faire entendre la colère du monde du travail, et en particulier des travailleurs qui se résignent pas à leur sort. Nous, les travailleurs, on est attaqués, mais on n'est pas que des victimes. On est aussi des combattants ou des futurs combattants. On a les moyens de résister à ça. Vous parlez de la réforme du droit des chômages. Il y a eu des grèves et des manifestations ces derniers temps, des saisonniers directement touchés par cette réforme. Quand on est saisonnier, c'est pas évident de se bagarrer non plus, parce qu'on a un contrat de 2 mois et demi, et puis on se dit, si je l'ouvre trop, peut-être que je l'aurai pas la saison prochaine. Ils se sont bagarrés quand même, parce qu'au bout d'un moment, ras-le-bol. Voilà. En plus que là, les employeurs, ils ont besoin des saisonniers. Ils ont besoin des saisonniers, mais ils font pression quand même en disant, si vous l'ouvrez trop, vous savez, j'en trouve d'autres, etc. Bon, ils se sont pas laissés faire, et c'est eux qui ont raison. Voilà. Même quand on est contractuel, l'histoire du mouvement ouvrier, ça commence au 19e siècle, à une époque où il y a CDD, CDI, tout ça existait pas. Le patron, il prenait quand il prenait, il jetait quand il voulait, etc. Et c'est dans ces moments-là, il y a les premiers syndicats, les premières grèves. Parce que, bien sûr que, en tant que travailleur, encore pire quand on est contractuel, encore pire quand on est précaire, quand on est tout seul face au patron, le patron, il fait ce qu'il veut. Mais quand on est ensemble, quand on réagit collectivement, quand on arrive à s'organiser, je dis pas que c'est facile, mais quand on arrive à s'organiser, là, c'est nous qui sommes forts. Parce que les patrons, eux, ils peuvent dicter leurs lois aujourd'hui, mais sans notre travail, eux, ils ne sont rien. Bernard Arnault est devenu la première fortune du monde, 120 milliards. C'est pas lui qui produit les sacs qui lui fait sa fortune. C'est pas lui qui produit son parfum. C'est les ouvrières qui sont dans la Drôme, payées bien moins par mois que le prix d'un seul sac à main. C'est elles qui font la fortune de Bernard Arnault. Le jour où ces ouvrières-là, dans le luxe comme dans tous les autres secteurs, elles s'organisent, elles se bagarrent et elles disent maintenant il y en a marre, on se laisse plus faire et on dicte nos conditions,
Et ben là, c'est nous qui pouvons être réellement forts et faire obstacle à toutes les attaques aujourd'hui, quoi. Et on va faire une pause musicale justement parce que le coût de la vie est cher et l'argent est justement cher. C'était une des chansons de Téléphone. Donc c'est au goût du jour, hein. Donc on va la mettre, on fait une petite pause musicale puis on revient juste après. La première émission où l'on parle de politique citoyenne par des citoyens et des citoyennes. Municipales, départementales, régionales, Droits Citoyens s'engage à vos côtés pour proposer des débats et des échanges sur de vraies questions de société. Vote ta France, une émission animée par Vincent Bach sur Droits Citoyens, le média libre et citoyen. De retour sur Droits Citoyens, bienvenue à tous et à toutes qui viennent nous rejoindre. Nous sommes en direct sur Facebook Live et sur la web radio Droits Citoyens, sur l'application mobile. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous recherchez l'application radio.fr ou Orange Radio et vous recherchez en un seul mot Droits Citoyens
Aujourd'hui, donc, nous sommes avec la liste, il devrait fonctionner, ce micro-là. On va voir, on va faire un test, hein. On peut faire un petit test, on me dit bonjour. Bonjour. Bah voilà, il marche, c'est très bien, c'est parfait. Donc voilà, j'ai rebranché le micro, je suis désolé, puisque c'est un micro de terrain, c'est un micro de reportage. C'est rare qu'on le branche, en fait, celui-ci. Oui, alors pour les municipales, avec la liste de lutte ouvrière, donc le camp des travailleurs, mené par Romain Boissard, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire dans les prochains jours, justement, pour dire aux gens qu'il faut voter pour vous? Déjà, nous, on a peut-être une particularité par rapport à toutes les autres listes, c'est qu'on fait absolument aucune promesse. Parce que les autres listes, leurs promesses, globalement, c'est du flanc. Hein, voilà. On a l'habitude, si on est élu, nous disent-ils, on fera des choses formidables, etc. Puis qu'une fois qu'ils sont élus, ils les font pas. Soit parce que de toute façon, ils n'ont pas envie de le faire, soit qu'ils n'ont pas les moyens de le faire de toute façon. Hein, voilà. Donc, nous, on pense pas que c'est un bulletin de vote qui pourra réellement changer le sort des travailleurs, le sort des chômeurs, le sort des retraités. Ça n'a jamais été le cas. Tout ce qu'on a pu obtenir dans le passé, ça a toujours été par nos luttes, par nos mobilisations. Des mai 68, des juin 36, c'est la grève de juin 36 qui a permis d'obtenir les congés payés. C'est juste un exemple. Voilà, c'est ce genre de mobilisation qui peut vraiment permettre. C'était l'ère ouvrière. Il y avait beaucoup d'usines en France. Les syndicats, ils n'étaient pas autorisés à ce moment-là, je crois. C'est ça? Si, ils étaient autorisés. Ouais. D'accord. Ça ne veut pas dire que c'était très simple. Voilà. À l'intérieur d'une boîte, face à un patron qui avait décidé de se bagarrer contre les militants syndicaux et politiques, mais ils étaient autorisés. Ils ont réussi à avoir justement ces premiers congés payés. Ouais. Et ça, c'était il y a même pas. Ça, c'était en 1936. C'était il y a moins d'un siècle. Et les gens, ils étaient plus pauvres. Et aujourd'hui, même pour faire reculer un tout petit peu le gouvernement sur la taxe sur les retraites ou etc. Ou les gilets jaunes, par exemple, leur mobilisation, ils ont obtenu pas grand-chose, mais ils ont obtenu des petits quelque chose. Ça a demandé une mobilisation, ça a demandé une bagarre, et c'est certainement pas par un vote qu'on a pu l'obtenir. Donc nous, on va pas raconter des histoires aux gens. Hein. On va pas dire votez bien, votez pour nous, et si nous on est élus, on fera des choses formidables. Ça, ce n'est pas vrai. Alors, si vous arrivez à la mairie, justement, si vous arrivez à avoir parce que bon, il faut, de ce que j'ai compris, il faut 10% pour avoir des sièges au conseil. Tout à fait. Voilà. Donc, si vous êtes minoritaire, forcément, ce sera un peu difficile, mais vous serez présent au cœur du conseil municipal. Donc, vous aurez la possibilité de défendre ce que vous êtes en train de dire là. C'est aider justement les gens qui sont dans la précarité, militer pour créer de l'emploi et pas forcément aller développer des centres commerciaux qui vont délocaliser, voire supprimer des emplois. Les gens aujourd'hui, je pense qu'ils ont besoin d'être rassurés par rapport à ça. La précarité fait très très peur aux gens, de perdre son logement, les enfants, l'avenir des enfants également. Oui, et puis on serait pas là pour répartir la misère, pour répartir la précarité. Nous, on veut pas faire ça. On serait là pour soutenir les grévistes, pour organiser les combats des travailleurs, les mobilisations, les réactions des travailleurs contre cette société. On serait là pour ça si on avait une municipalité, en fait. On se battrait contre les licenciements là qui sont abusifs, le chômage là où on peut justement faire en sorte, quand vous parliez des hôpitaux, former les personnes dans les hôpitaux, dans les écoles, être aux côtés en fait des travailleurs pour qu'ils puissent justement vivre dignement et toujours être dans la lutte, parce que de toute façon, même si on obtient de toute façon des places, j'allais dire des gages dans une mairie, de toute façon, il y aura un appareil d'État qui de toute façon sera contre nous, parce que les préfectures, elles vont pas nous laisser faire en sorte que justement une mairie s'oppose à tel ou tel licenciement. Ça ne suffira pas. Il faudra que justement on soit des milliers, des millions dans la rue pour pouvoir justement défendre les travailleurs, quels qu'ils soient, qu'ils soient donc retraités, travailleurs du public, du privé, chômeurs, étudiants, RSAistes. Voilà, toute cette classe ouvrière, le camp des travailleurs,
eh bien, on sera avec eux pour les luttes et pour faire entendre justement notre voix. Et on sera confronté à justement à des préfectures, donc il y a des exemples où justement les maires ont pris des arrêtés et en fait se sont fait retoquer par les préfectures. Et donc voilà, et ben nous, on sera du côté en fait des travailleurs dans leur combat et pour s'organiser, pour faire en sorte d'être plus combatif, et puis de toute façon nous notre finalité ça sera de changer cette société de bout en bout. Hein. Voilà. Moi, ce que j'ai apprécié tout à l'heure en off avant qu'on commence l'émission, c'est qu'on avait parlé justement des personnes issues de l'immigration qui ne sont pas français, qui sont en France depuis un certain temps, qui payent leurs impôts locaux en France à la commune et qui n'ont toujours pas le droit de vote, alors que ça a été des promesses, et ça c'est quelque chose qui est très important, de faire en sorte que ces gens-là se sentent intégrés dans notre société, et si on leur donne pas cette possibilité-là, c'est un peu difficile quand même pour eux de se dire moi je paye des impôts mais je peux pas aller voter pour décider qui sera mon maire. Oui, c'est même scandaleux. Et c'est une partie de la classe ouvrière qui n'a pas le droit de vote, qui n'a pas le droit de s'exprimer dans les élections. Et c'est scandaleux. Ça fait plus de 40 ans maintenant que la gauche, le Parti socialiste, à chaque élection, promettent de donner le droit de vote aux immigrés. Mais pourquoi ils le font pas Ce qui est le minimum, ce qui serait le minimum quand même. Effectivement, il y a des gens qui sont en France depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, qui travaillent, qui produisent la richesse des actionnaires français et qui n'ont même pas le droit de vote. Pourquoi ils le font pas ? Parce que le PS nous a habitués, et de plus en plus, à se mettre à genoux devant la partie la plus réactionnaire de la population. Même sur la régularisation des sans-papiers, ils l'ont fait de moins en moins. Rappelez-vous Valls qui se vantait d'avoir encore plus expulsé de sans-papiers que la droite. Ils veulent montrer qu'ils sont les plus durs de durs parce qu'ils se mettent à genoux devant la partie la plus réactionnaire de la population. Et oui, c'est dégueulasse. Mais nous, on est surtout dans le mouvement ouvrier. Moi, je constate une chose quand même. C'est que si l'État qui est au service de la bourgeoisie, la démocratie actuelle, là, qui est une démocratie de façade, elle donne pas le droit de vote aux immigrés, il y a un endroit où ils ont le droit de vote, c'est dans les luttes. Quand il y a des grèves, quand il y a des assemblées générales de grévistes, quand il y a des manifestations, je n'ai jamais vu des gens demander les papiers de quelqu'un avant de pouvoir prendre la parole en assemblée générale, avant de voter pour savoir si on continue la grève ou pas, etc. Et là, c'est vraiment très important. Alors, c'est une évidence que si un jour on avait la mairie, si on gagnait la mairie, si on était à la gestion de la mairie, eh bien, on associerait à nos décisions, on essaierait de développer une démocratie ouvrière, réelle démocratie ouvrière, en associant à toutes les décisions l'ensemble de la population laborieuse, avec ou sans papier. Ça, évidemment, pour nous, ça ne compterait pas. Juste, je voulais rebondir là-dessus. Bon, nous, on veut surtout que on puisse se reconnaître en tant que travailleur, quelle que soit notre nationalité, qu'on soit français, qu'on soit algérien, qu'on soit marocain, en tant que travailleur. Oui, citoyen travailleur. En tant que travailleur face à un gouvernement, face à des moi, patrons. Personnellement, je fais pas la différence sur le territoire national d'un citoyen français, d'un citoyen qui n'est pas français. Pour moi, quelqu'un qui vit sur le territoire national est citoyen puisqu'il est sur notre territoire et il doit respecter les lois au même titre que tout le monde. Un actionnaire français est un citoyen. Oui. Et voilà. Pour moi, on n'est pas dans le même camp. Oui, je suis d'accord. Et je pense que ça, c'est important. Maintenant, on parlait de la gestion d'une municipalité. Des migrants ont occupé la Bourse du Travail l'année dernière. Vous vous en rappelez ? Ils ont été expulsés. Bon, on peut empêcher les expulsions. On n'est pas obligé de les expulser. On peut établir une liste des logements vides en disant tel endroit on pourrait loger. Ça, justement, des révolutionnaires, ils pourraient le faire au sein d'une mairie. Alors justement, à côté du centre 2, il y a un ancien bâtiment d'EDF qui est désaffecté. Je ne sais pas si vous voyez lequel c'est, qui a été laissé à l'abandon. Maintenant, il est dans un état pas possible puisqu'il a été vandalisé. Donc, il y avait possibilité de permettre un hébergement provisoire de
et d'adapter justement, puisque je suppose qu'il y avait des toilettes, des sanitaires et tout ça. Là, je pense que vous pouvez loger sans problème une 50aine de personnes. Oui, mais par exemple, regardez à Montrénaud, donc il y a un prêtre ou un curé. Donc voilà, excusez-moi, hein, je suis athée, donc en fait je fais pas la différence entre les gens. Mais donc voilà, et donc il avait mis à disposition son église, ce qui est pas mal, ce qui est sympa, hein, un curé rouge et tout ça. Bon, eh bien, en fait, cet homme a été attaqué. Voilà. Aujourd'hui. C'est ça, c'est la répression. Le fameux délit de solidarité. Voilà, exactement. Les délits de solidarité, moi je suis désolée. Aujourd'hui, moi je préfère un délit de solidarité que, j'en sais rien, moi, les Balkany qui s'en sortent avec je sais pas combien de milliers d'euros, pendant que nous, en fait, dès que, j'en sais rien, je vais voler ma baguette de pain, eh bien, je vais aller en prison. On en est presque à Jean Valjean aujourd'hui. Donc voilà, il y a des gens, qui. Alors ce qui est marrant, c'est justement, c'est que pour moi, on en discute beaucoup en comité de rédaction, puisqu'on est en train de travailler sur le sujet des migrants, l'accueil des migrants en France. C'est que d'un côté, il y a ce fameux délit de solidarité qui pose un problème, mais il y a un autre texte de loi qui est prépondérant, je pense, et qui date de la Seconde Guerre mondiale, c'est le non-assistance à personne en danger. Une personne, quelle qu'il soit, qui est sur la voie publique, sans abri, est une personne en situation de danger immédiat. Donc, peu importe si elle est française, européenne ou sans papier, on s'en fout. La personne, elle est en danger immédiat. Donc, on doit pouvoir s'occuper d'elle. Donc, le délit de solidarité, il a toussé tout à l'heure, je lui ai serré la main. Donc, si j'ai le connard, ce sera à cause de lui. Mais moi, de ce côté-là, je m'en fous royalement. C'est pas ça qui me fait peur. Il y a 15 mois au passé aux urgences, je peux vous assurer, j'ai eu tous les microbes pas possible, donc je suis immunisé. Donc c'est quand même incompréhensif de dire à des gens qui sont prêts à aider d'autres qui vivent dans la rue, parce que on est en France, alors comme on dit souvent, on est le pays des droits de l'homme et pas ceux qui les appliquent. C'est quand même inconcevable de ne pas pouvoir s'occuper de ces gens qui vivent dans ces situations difficiles. Vous voyez, c'est là où les textes de loi, et même ça me permet de dire que tous ceux qui nous parlent d'une solution électorale, comme quoi il faudrait bien voter, comme ça on aura un bon gouvernement qui ferait des bonnes lois, hein, et ben tout cela il nous manque un peu. Parce que d'abord, ça s'est jamais vu, à chaque fois qu'il y avait des gens qui disaient votez pour moi, je ferai des bonnes lois quand ils étaient au gouvernement, c'était absolument pas le cas, mais qu'en plus c'est même pas qu'une histoire de loi, hein, parce que des lois qui existent aujourd'hui, qui ont l'air d'aller dans le bon sens et qui sont absolument jamais appliquées. Il y en a bien d'autres. Vous avez parlé de celle-là. On peut parler de la réquisition des logements. Je voulais l'évoquer également. La réquisition des logements vides. Vous parliez du centre EDF comme une solution provisoire. Je crois qu'à Saint-Etienne, il y a suffisamment de logements vides pour qu'on ne parle même pas de solution provisoire. Hein, mais d'accueillir les gens qui viennent à Saint-Etienne, qui viennent pour essayer d'avoir une vie meilleure, qui viennent pour vouloir travailler, etc., dans des conditions pérennes, dignes, comme tout un chacun, il y a largement de quoi. Pour ça, il faudrait peut-être expulser, réquisitionner quelques logements. Hein, voilà. Eh ben, oui, il y a une loi qui existe pour ça. Dernier exemple, hein, salaire égal pour les hommes et les femmes. Il y a une loi qui existe. Il y a même normalement les patrons qui ne respectent pas cette loi doivent être menacés de prison. Vous connaissez beaucoup de patrons qui ont fait de la prison parce qu'ils payent moins les femmes que les hommes. En général, c'est la personne morale qui est jugée et condamnée et pas le patron en tant que personne physique. Et à des amendes absolument minables. Bon, ce qui fait qu'ils continuent. Donc, c'est pas qu'une question de loi. Hein. C'est une question dans cette société de bagarre, de rapport de force. Voilà. Bon, on n'a pas le droit, normalement, parce qu'on les met en danger, d'expulser des gens de leur logement hein, quand il n'y a pas une solution de relogement immédiate. Bon, ça se fait tous les jours. Bon, et si on veut se bagarrer contre ça, moi je crois que c'est pas tellement en disant ah mais oui il y a la loi, vous n'avez pas le droit, c'est pas gentil, c'est qu'il va falloir qu'on se batte. C'est que ça existe quand même des habitants d'un quartier qui se mobilisent contre l'expulsion de leurs voisins. Hein, j'avais vu ça, on voit ça régulièrement. C'était une mamie, elle avait 90 ans, elle allait se faire expulser. Bon bah les voisins ils se sont mobilisés, voilà. Et effectivement une mairie qui est clairement dans le camp des travailleurs, dans le camp des plus pauvres, hein, serait à leur côté dans des mobilisations. Et peut-être contre l'État, et peut-être contre le préfet. Hein.
Voilà. Alors justement, cette loi de réquisition, elle est applicable, en théorie. Oui, mais elle n'est pas appliquée. Oui. Alors, Et les seuls qui... C'est là, encore une fois, on ne peut pas compter sur les lois. Il faut que nous, on sache qu'on ne peut compter que sur nos propres forces, que sur nos luttes. Si on compte sur... vous voyez, sur le mouvement contre la réforme des retraites, il n'y a que dans la rue qu'on peut faire reculer le gouvernement. Pas avec une pseudo-guérilla parlementaire qui mène à rien, comme actuellement. Hein, il y a un certain nombre de parlementaires de gauche qui nous font croire ça. Ah, vous allez voir, on va se bagarrer. Tout ça, c'est du flanc. C'est dans la rue, c'est par les grèves qu'on peut faire plier les patrons. Hein, parce que c'est en foutant la trouille aux patrons, en leur montrant que s'ils continuent comme ça, ils vont avoir une révolte générale, hein, que le gouvernement qui est au service des patrons, il va être à même de reculer. En 36, hein, en juin 36, on a parlé de ça, des congés payés. Comment les congés payés, des augmentations de salaire, des droits collectifs, ils ont été obtenus. C'est parce qu'il y avait des millions de gens en grève et que concrètement, les plus grands patrons de France, ils ont pris leur téléphone, ils ont téléphoné au gouvernement en disant « Ah, maintenant, il faut que vous accédiez à leurs demandes parce que nous, on est en train de perdre nos usines. Et on a la trouille. » Et quand les patrons demandent, le gouvernement, il exécute. C'est vraiment comme ça qu'on peut réussir à gagner des choses. Alors vous êtes tous les trois issus de l'éducation nationale, c'est ça? Donc c'est quand même assez intéressant de voir que des profs et des instituts se rassemblent autour d'une liste pour parler justement de choses qu'ils connaissent mieux que les autres, puisqu'ils ont les gamins, ils connaissent les parents, et ils ont peut-être pas envie que ces gamins ont une vie telle que peut avoir les parents, dans un avenir qui est incertain pour la plupart. Notamment, alors moi, comme je disais tout à l'heure, j'aime pas trop le terme d'éducation prioritaire, même s'il y a besoin de moyens. Ces enfants, ils ont droit à avoir une éducation comme tout à chacun, puisqu'on parle de l'égalité dans notre société, au sein de la République. Et pourtant, si on surcharge des classes, s'il n'y a pas assez de personnel, comment on peut espérer que ces gens-là n'aient pas plus tard un décrochage scolaire? Il faut donner envie aux jeunes d'aller à l'école, d'apprendre à l'école et d'apprendre dans de bonnes conditions. Mais de toute façon, les étudiants, les élèves sont pas dupes. Ils sont pas dupes. Ils vous savent en parlez avec eux ou... Enfin, je ne sais pas quelles sont la tranche d'âge que vous avez. Primaire. Bon, en général, il y a des gamins qui ont 7, 8, 9 ans qui ont quand même un esprit critique assez bien avancé. Après, je pense que ce qui paye et puis ce qu'ils voient en premier, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que dans une classe avec 30 élèves, on ne peut pas répondre aux besoins. On peut pas, c'est pas possible. Oui, c'est impossible. Je me vois mal enseigner, si j'étais enseignant, faire ce métier qu'on le fait en général avec le cœur et non pas pour l'argent, puisqu'on le fait parce qu'on aime les enfants, on aime envie d'instruire, de leur enseigner quelque chose, mais pas forcément avec des conditions, avec des classes surchargées. Non, mais en fait, on est dans une éducation de massification, en fait, de masse. Et en fait, on forme nos élèves à lire, écrire, pas forcément à penser, puisqu'en fait, on n'a pas le temps, hein, puisque finalement, voilà, mais à être de bons travailleurs. Donc, même si on a fait de toute façon de bonnes écoles, c'est être au service du patronat, faire les choses correctement pour le patronat, etc. En tout cas, nous, on les forme. Enfin, moi, je suis désolée, hein, parce qu'on est dans un monde capitaliste, hein, et puis j'en fais partie. Mais moi, je sais que je les forme à être de bons petits ouvriers, en réalité, etc. Donc, mais c'est pour ça aussi que c'est pas parce que nous, on est enseignants. Alors, vous pourriez dire, voilà, on est des privilégiés avec 1713 euros par mois, donc youpi, génial. Mais en fait, on se rend bien compte que de toute façon, il y a l'espoir, en tout cas dans les familles populaires, il est très mince en réalité. Hein, voilà. Moi, je viens d'une famille ouvrière. Hop, je suis prof, mais il n'y a que ça comme ascenseur social finalement aujourd'hui.
nous propose pas autre chose. Hein, et puis c'est à chaque fois, de toute façon, même si je voulais accéder à d'autres emplois, ce serait de toute façon à chaque fois à minima, puisque de toute façon les salaires aujourd'hui sont à minima. Là, je pense que le problème, en fait, j'ai l'impression que la question, en fait, c'est comment on peut améliorer le quotidien des gens. En fait, c'est un peu ça. Mais le quotidien, en fait, c'est les galères. Et moi, je pense que il suffira pas d'une bonne mairie, d'un bon gouvernement pour améliorer son quotidien. Que c'est pas possible, que c'est une illusion. Que les travailleurs, les enseignants, les femmes de ménage, les ouvriers, on la fait tourner cette société. On va au boulot, on bosse tous les jours et elle tourne. Et qui est le mieux placé pour savoir combien il faut d'enseignants dans une école, combien il faut d'infirmières ou d'aides-soignantes dans un service à l'hôpital, combien il faut de caissières dans un magasin? C'est les travailleurs eux-mêmes, en fait. Et là, nous, on pense que la solution, c'est de se battre, parce que cette société, on l'a fait tourner, on y arrive, et on serait capable de la faire tourner sans les milliardaires. On n'a pas besoin qu'on nous impose ces licenciements, cette précarité. Alors justement, pour revenir au coronavirus, donc c'est un prétexte pour certains grands groupes de pouvoir licencier. Oui. Alors, les licenciements économiques à la charge de l'État, puisque c'est l'État qui paye une partie, et encore les procédures sont un peu complexes. Donc, il y a toujours un prétexte pour pouvoir licencier les gens et ne pas créer des emplois. Ouais. Donc, et ça, on le voit justement avec la grande distribution, puisque la grande distribution, aujourd'hui, il y a moins de salariés qu'avant, puisqu'ils gagnent moins d'argent. Il y a une souffrance dans le travail, où il y a des gens qui mettent en rayon et qui travaillent plus qu'avant. Ils ont plus de rayons à remplir qu'auparavant. Et on le voit, puisque souvent on dit tiens, les rayons sont pas remplis. C'est pas que le magasin va mal, c'est que justement les employés à un moment donné ils tournent. C'est que des emplois précaires, et les gens ils restent pas parce qu'on leur demande de fournir plus de travail qu'ils sont capables d'en faire. Ils font appel à des étudiants, notamment. En général, les étudiants ils voient pas grand chose de la vie, si ce n'est de travailler à McDo ou chez Quick. C'est un beau projet d'avenir quand même, travailler chez McDo quand on est en licence. Que ce soit en droit ou dans peu importe la filière. Et si dès l'école on a des gamins qui voient leur papa, leur maman avec les manifestations, les gilets jaunes, il y a aussi les gamins qui sont dans les manifs parce que souvent pour les retraites, ils vont dans les manifs, ils sont gazés en plus, donc ils ont déjà une mauvaise image de la police. Ils n'ont pas très d'espoir encore les gamins d'aujourd'hui de se dire mais qu'est-ce que je vais faire demain. Et justement, en fait, c'est pour ça que là, nous, on se présente aux élections, donc pour faire entendre le camp des travailleurs, sans être électoraliste. Ça veut pas, nous, on pense pas que ce soit dans les urnes qu'on puisse changer les choses. C'est vraiment être des millions et des millions dans les rues, parce que qu'on soit retraité, travailleurs du public, du privé, chômeurs, étudiants, RSAistes, je le répète encore une fois, étudiants, eh bien, il n'y a que par justement ces luttes, ces grèves générales, faire en sorte que nous soyons en fait dans un mouvement global qu'on pourra s'en sortir, parce que sinon forcément il n'y aura pas d'issue. Voilà, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on fasse entendre notre camp, et il n'y a que ce camp-là qui fait en sorte de faire vivre la société, produire pour la société. Donc pourquoi en fait des nantis commanderaient à notre place? Donc le camp des travailleurs. Et la seule façon réellement de s'en sortir, c'est un peu ce qu'on a dit depuis le début, c'est d'arracher l'économie des mains des actionnaires et que l'économie soit aux mains des travailleurs. Et ça, il n'y a que des luttes. C'est pas un bon vote qui peut y arriver. Il n'y a que des luttes décidées, acharnées. Une révolution, on est révolutionnaire, on est communiste, qui peut réellement y arriver. Alors, on se présente quand même dans ces élections, oui, pour faire entendre le camp des travailleurs, pour permettre à tous ceux qui sont en colère. En général, la lutte ouvrière est très présente sur les élections. Oui, à la plupart des élections, on est présent, on a des candidats, là où on peut, voilà, pour justement, d'abord, ne pas laisser la parole qu'aux partis qui représentent
les intérêts de la bourgeoisie. Alors Il n'y a justement, pas de raison. pour parler des temps de parole, est-ce que on vous donne autant de temps de parole que ceux qui sont plus avantagés? Bien sûr que non. D'accord. Voilà. Non, Donc, mais que ce soit le Progrès, France 3, alors, France Bleu Saint-Étienne, est-ce que eux, ils vous ont autant invité qu'ils donnent la parole à d'autres candidats? pour être très honnête, le Progrès, oui. TL7, oui. France Bleu et France 3, non. Bon, Voilà. Ils d'accord. organisent un débat grand et pas nous. Voilà. On aura le droit à une toute petite minute d'intervention sur 1 heure de débat. Bon, nous, on vous a Voilà. laissé 1 heure. Mais voilà. Et voilà, ce camp des travailleurs en colère, qui ne se résignent pas à cette situation et qui veulent se battre, eh ben, déjà dans ces élections, qu'il existe une liste qui représente, c'est déjà un premier pas très important. S'il y avait un maximum de gens qui votaient pour cette liste, on n'aura pas forcément un gros score, on verra. Pour l'instant, nos idées sont encore minoritaires, mais chaque voix va compter pour pouvoir préparer les luttes à venir. On rencontre des gens quand même qui nous disent mais je suis d'accord avec vous, mais moi je suis tout seul à penser ça, c'est pas possible. Déjà qu'on montre qu'on n'est pas tout seul, que ce camp-là il existe. Et c'est vrai que si on avait des élus, et encore mieux, si on avait la mairie, on changerait pas les choses en profondeur. Ça c'est pas vrai. Mais ça pourrait être une municipalité gérée par des révolutionnaires. Ça pourrait être le moyen pour les travailleurs de s'organiser dans leur lutte au quotidien et d'être des écoles et des soutiens à toutes les bagarres. Voilà. Donc, une élection municipale, c'est pas la révolution, mais ça peut quand même contribuer d'une façon à une autre à avancer dans la prise de conscience que c'est possible de changer les choses. Le mot de la fin? Non. Le mot de la fin? Non. J'allais rajouter, bon. mais c'est pas le mot de la fin. Alors quoi donc? Sur le temps de parole, bon, oui. c'est quand même un petit peu illusoire parce qu'en fait, la parole tous les jours, tout le temps, en permanence, elle est aux riches et aux patrons. Pour pointer du doigt les chômeurs, pointer du doigt ceux qui sont au RSA. Et justement, ces élections pour nous, c'est l'occasion de s'exprimer et de prendre un temps pour parler des travailleurs, des ouvriers. C'est le but de Droit Citoyen, de redonner la parole aux citoyens, aux travailleurs et travailleuses. Et de dire ce que nous, on ferait en tant que communistes pour faire entendre ce camp-là. Bon, écoutez, est-ce qu'on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle émission? Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Bon, très bien. Tout à fait. En tout cas, je vous remercie de nous avoir répondu à notre invitation. Merci de nous avoir invités. Avec plaisir, c'était passionnant. Donc on rappelle que sur Saint-Étienne, il y a quand même 8 listes qui sont en cours. Oui. Donc on a reçu 3 listes jusqu'à maintenant. Donc demain, théoriquement, on reçoit Madame Zara Bencharif PRG de la liste Réinventons Saint-Étienne. En tout cas, merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. À très bientôt sur Droit Citoyen. La web radio libre et citoyenne, c'est sur l'application mobile radio.fr et Orange Radio. Vous recherchez droitcitoyen.fr. À très bientôt et très bonne soirée. Merci d'être venu en tout cas. Merci. Je vous en prie. Merci. Bonne soirée. Il faut changer cette société. Il y a 9 millions de personnes en France qui souffrent. Je dis bien 9 millions de personnes qui souffrent. Droit citoyen, c'est de l'information.